Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de la chaire EMAI, la chaire Mutation, Anticipation, Innovation de l'IAE de Paris. Donc on organise cette conférence sous forme de séminaire pour saluer et accueillir un nouvel ouvrage, un ouvrage consacré au upskilling. Et c'est un ouvrage qui s'inscrit bien dans les préoccupations de la chaire. Comme on s'intéresse à ce qui bouge dans les organisations, comme on s'intéresse à l'évaluation des impacts des mutations sur les organisations, les compétences, l'emploi, le fait d'avoir une réflexion sur l'apprentissage organisationnel, le upskilling, tombe à point. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir, pas complètement physiquement, mais d'accueillir quand même 3 co-auteurs d'un ouvrage à paraître. Un ouvrage qui s'appelle Upskilling, 10 règles d'or pour les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite. Alors, c'est 2 consultants de chez PwC, Frédéric Petitbon, qui est un fidèle de l'équipe pédagogique du Master RH et RSE, et Michael Montaner, tous les deux associés chez PwC, et une universitaire, Julie Bastianotti, qui est maître de conférence à l'Université de Lille. Et tous ces co-auteurs sont en fait des cultural brokers, des serial cultural brokers même. Alors peut-être que vous reviendrez sur ce terme pardon, que j'ai repris de votre livre, mais c'est-à-dire en fait des passeurs qui font un lien entre l'académie et le management. C'est probablement le propre d'ailleurs des activités de conseil bien menées. Donc l'ouvrage s'inscrit dans une veine, hein, puisque vous avez déjà écrit, enfin, vos 2 ouvrages précédents étaient consacrés à la proximité, puis à la libération du management, et je vois comme une espèce de continuité avec cet ouvrage sur le upskilling. Enfin, vous nous direz ce qu'il en est. Upskilling, alors upskilling, c'est un anglicisme, un terme un peu à la mode, et d'ailleurs vous le revendiquez, vous dites finalement ça aurait pu s'appeler apprenance, organisation apprenante, ça aurait pu porter sur la montée en compétences, et vous choisissez ce terme parce que c'est le terme qui est utilisé en ce moment pour désigner cet ensemble de préoccupations. Donc, on va parler d'adaptation, de montée en compétences individuelles et collectives, on va parler d'apprentissage organisationnel, on va parler de changement. Et tout ça, enfin, donc voilà, c'est que je préfère prévenir, c'est attention âme sensible. C'est évidemment, c'est quelque chose qui bouscule un peu la façon de concevoir le management, ou en tout cas la façon de l'enseigner. Donc on n'est pas dans cette idée qu'il y aurait des modèles stricts, des mises en catégorie des individus, etc. Donc il y a comme un coup de règle finalement sur les doigts de l'académie que vous nous infligez. Mais heureusement quand même, il y a quand même 10 règles d'or qui accompagnent cet ouvrage. Et du coup, on se dit qu'il doit bien pouvoir être capable d'institutionnaliser la désinstitutionnalisation quelque part, hein. Donc on est sur un truc qui est quand même praticable pour l'université. Donc 10 règles d'or, c'est bien. Alors on verra évidemment, il y aura sûrement des débats autour de ce qu'il est possible de mettre le management en règle, en équation, en principe, mais en fait, d'une certaine manière, vous nous mettez en avant des principes. Et puis, 10 règles d'or pour apprendre vite. Et là, il y a comme une tension, une problématisation peut-être, c'est-à-dire en tout cas un oxymore. Peut-on vraiment apprendre vite? Est-ce qu'il n'y a pas un contresens là-dessus? En tout cas, apprendre vite, c'est le signe d'une époque, en tout cas. C'est la vitesse, l'apprentissage, le changement. On est dans quelque chose qui marque bien le temps présent. Je n'en dis pas plus, je vais vous laisser la parole selon le protocole que vous avez librement établi entre vous pour aller vite et pour nous permettre d'apprendre. Mais une question quand même, c'est pourquoi ce livre maintenant? Et alors on se doute bien,
évidemment que l'époque est un peu particulière, mais pourquoi ce livre maintenant, ou peut-être plutôt pourquoi est-ce que vous avez commencé à l'écrire il y a quelques mois avant le démarrage des circonstances qu'on connaît, et finalement, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce livre par rapport à ce que d'illustres auteurs ont pu écrire à partir des années 70 sur ces phénomènes d'apprentissage organisationnel. À vous. Alors oui, élément de protocole, si vous voulez poser des questions, vous pouvez intervenir soit par le chat, donc l'outil de conversation de la plateforme. Pour des interventions orales, peut-être qu'on attendra la fin la fin des débats, ou alors je vous donnerai la parole. Moi, je vais surveiller le chat. Voilà. À vous. Merci Florent pour cette invitation et pour cette introduction. Et c'est aussi un plaisir dans ces séminaires de la chaire, d'être dans la communauté de l'IAE, qui est un plaisir pour moi. Donc Frédéric, je prends la parole en premier pour, comme le plus ancien de l'équipe et aussi un ancien de l'IAE, puisque j'ai le plaisir d'y intervenir depuis un certain nombre d'années, notamment sur un sujet qui est en résonance avec notre bouquin, qui est toutes les questions de transformation organisationnelle, de transformation de conduite du changement. Donc, pourquoi ce bouquin et pourquoi il m'a intéressé à titre personnel? Donc, je suis sociologue de formation. J'ai le plaisir de mixer à la fois une activité d'enseignement, une activité de conseil, une activité de prise de recul. Et avant la crise sanitaire et encore plus avec la crise sanitaire, donc j'ai une préoccupation ou quelque chose qui me frappe vraiment dans les entreprises ou organisations que je vois fonctionner. C'est bien sûr de plus en plus de projets, de plus en plus de transformations, du digital, mais pas que. Transformation de relations clients, transformation d'internationalisation, rachat, donc projet dans tous les sens, projets qui passent par des changements de pratiques professionnelles et des pratiques des comportements. Et je vois beaucoup d'équipes qui sont en difficulté, en souffrance sur comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on transforme ces pratiques, comment est-ce qu'on apprend. Bien sûr, on voit des formations qui sont même manière que pour un grand projet, il faut de la communication, mais de la formation. Mais quand je regarde les équipes, il y a beaucoup de difficultés, des formations qui sont une petite partie de la réponse et avec effectivement sa bidouille. Donc ça, c'est un constat dans beaucoup d'entreprises. Et à côté de ça, dans un certain nombre d'organisations, là aussi publiques ou privées, ce qui me frappe, c'est que ça va parfois très vite autrement, avec des modes d'apprentissage dans les équipes, avec des modes d'apprentissage de manière globale, avec parfois, je dis bien parfois, des dirigeants qui jouent autrement le jeu, et parfois, effectivement, ça apprend très, très vite. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a intéressé dans notre travail de terrain de réflexion, c'est comprendre pourquoi, dans certains cas, ça va vite, c'est un apprentissage rapide. Peut-être encore un mot, c'est la vitesse. La vitesse, je pense que ce sera certainement un point d'échange tout à l'heure, mais je suis frappé par ce besoin d'apprendre vite et par le fait que certaines entreprises y parviennent là-dessus, et aussi par le fait que ça doit se faire. Les Anglais ont cette formule at scale, ça doit se faire à l'échelle, ça doit embarquer vite beaucoup de monde qui est effectivement un point là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a intéressé dans cette prise de recul, avec réflexion engagée avant la crise sanitaire, et bien sûr la crise sanitaire étant un cas d'école extraordinaire pour voir comment ça se passait.
Du coup, Frédéric, on embraye sur les présentations? Non, 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 mais Non? pourquoi toi pourquoi... Ouais. Alors, donc moi, Julie Bastianuti, donc je suis, comme l'a bien dit Florent Noël, maître de conférence à l'IAE Lille, plutôt plus en strat orga qu'en RH. J'ai aussi enseigné à l'IAE de Paris quand j'étais en thèse d'ailleurs. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est que voilà, c'était vraiment de réfléchir en prenant un peu de recul, hein, c'est un peu aussi la posture de l'universitaire, sur ces questions d'apprentissage organisationnel qui, en effet, ont un petit côté, enfin, pas vieux, mais en tout cas, je dirais presque atemporel, avec des réflexions de fond extrêmement intéressantes voilà, qui existent depuis les années 70, 80, 90. Et de se dire, bah, finalement, voilà, Et en même temps, on est dans un discours où on a l'impression que les choses changent vite et qu'il faut s'adapter toujours plus vite. Et donc, plus peut-être que cet appel à la prise en compte de la complexité, c'est la conscience finalement qu'il y a plus d'ambiguïté en fait à gérer dans ce monde aujourd'hui pour les entreprises et que finalement, même si Gérard Koenig, donc notre éminent collègue, disait déjà en 2006, voilà, il faut que les entreprises apprennent à apprendre en marchant. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est en courant, mais c'est surtout, au-delà de la question des turbulences, la question donc de l'ambiguïté et de savoir apprendre en ayant un peu la tête qui bouge de tous les côtés en même temps et de savoir comment on fait. Donc voilà, c'est cela et également voilà un peu porter attention aussi au paradigme de la créativité qui a un peu marqué aussi les travaux les plus récents sur l'apprentissage organisationnel, de se dire que voilà, c'est pas simplement des questions de technique et de traitement de l'information, c'est aussi des questions à la fois de gestion de la créativité et de plus en plus aussi d'articulation avec des enjeux de design organisationnel. Et ça, c'est à la fois essentiel et pas du tout facile à penser. Donc, je ne pense pas on n'a pas résolu la quadrature du cercle dans notre petit bouquin, mais au moins, c'était de mettre un peu aussi les praticiens face à ce défi, de penser la question de l'apprentissage comme une question vraiment organisationnelle, ce qui, à mon avis, n'est pas, voilà, pas toujours facile à faire. Michael, dis-toi pourquoi tu t'es plongé là-dedans? Donc, ça fait à peu près maintenant 20 ans que je travaille plutôt sur de grands projets de transformation, de modernisation, où il faut embarquer une multitude d'acteurs, souvent dans des environnements complexes, publics, parapublics ou privés. Et l'élément déclencheur, en fait, il y a 2 ans, quand m'est venue l'idée, je t'en avais parlé, du coup, Frédéric, c'est vraiment l'histoire que l'on a vécue entre 2018 et 2019 avec un de nos clients qui s'appelle Sage, qui est une entreprise internationale d'éditeurs de logiciels de gestion en entreprise et qui, eux, en fait, on a vécu une aventure avec eux assez extraordinaire en très peu de temps, hein, ça a duré 4 ou 5 mois. Le contexte était assez simple. Ils devaient changer en fait de modèle d'affaires et leur produit logiciel connaissait une grande transformation et donc les vendeurs devaient à la fois changer de posture, s'approprier un nouveau produit, subir plusieurs réorganisations, être coachés par des coachs produits. Tout ça dans un contexte de perte de croissance, de réingénierie d'organisation, de processus, de perte de repères. En fait, on sentait qu'ils avaient essayé beaucoup de choses pour redresser la situation. Et malgré tout, le nombre de clients qui résiliaient et le montant des ventes ne décollait pas, en fait, stagnait, voire régressait. Et en fait, on a beaucoup travaillé à la fois avec le directeur général Europe du Sud jusqu'au niveau des équipes de vente sur une population de plus de 150 personnes. On l'a fait en Angleterre aussi, on l'a fait à Bordeaux, puis ensuite au Canada, avec vraiment un protocole d'apprentissage significatif, mais extrêmement rythmé, basé sur du coaching, basé sur des fonctionnements, basé sur des rituels, également basé sur le développement personnel et collectif. Et ce que l'on a pu vivre pendant ces quelques mois à leur côté m'a vraiment donné envie de pouvoir le partager et d'en tirer des leçons en s'inspirant à la fois sur le côté recherche académique,
et sur le côté aussi très pratique et réplicabilité d'après les différents contextes terrain. Donc, en fait, c'est la fiche, c'est ces résultats obtenus et ce que l'on peut vivre au cours de ces quelques dernières années en suivant plusieurs entreprises qui m'ont vraiment motivé pour partager à la fois quelques fondamentaux et puis tout simplement quelques trucs pratiques en fait, que l'on peut réutiliser si on l'analyse de manière globale et systémique. Voilà donc pourquoi notre démarche et pourquoi le bouquin. Vous avez compris, donc démarche collective, engagée, voilà, ouverte sur le monde académique, sur le terrain là-dessus. Julie, est-ce que tu peux nous dire effectivement d'un point de vue académique quoi de neuf sur ce sujet largement rebattu? Voilà, donc quoi de neuf sur le sujet? Vous voyez bien mon partage d'écran? Oui. Oui, tout à fait. C'est bien. On peut peut-être passer en mode diaporama. Alors, essayons de passer en mode diaporama. Voilà, Oui, c'est ça. comme ça, c'est nickel. Ouais, donc ce qu'on disait, hein, l'apprentissage organisationnel, c'est un vieux sujet. Donc, Frédéric, je ne ferai pas mon historienne du management en m'attardant sur ces vieilles histoires, par exemple, de courbes d'apprentissage ou learning curves qui datent de Mathusalem. Mais c'est quand même bien de faire un peu le lien entre ces histoires anciennes et en fait ces idées qui émergent aujourd'hui pour voir un peu le filigrane et avoir une vision un peu aussi des continuités et des ruptures. Donc voilà. Ce qui est important aujourd'hui, alors avant de reparler peut-être de la question des routines et de l'articulation entre les savoirs et les pratiques, je pense que la majeure partie d'entre vous, en tout cas dans l'Assemblée, vous connaissez un peu les modèles traditionnels et notamment par exemple le modèle d'Argyris Session d'apprentissage simple boucle et double boucle. Je pense qu'aujourd'hui, et encore plus dans le contexte de crise, la question du voilà, pourquoi on apprend et pas simplement comment et à quel rythme se pose et pose la question des modèles mentaux un peu qui sont derrière les modalités d'organisation et d'action des entreprises. Et que le besoin de résilience qu'on trouve dans les organisations face à la crise met un peu l'accent sur ce questionnement. Donc, voilà, il y a un peu ça. Donc, nécessité de penser un peu, voilà, dans les organisations apprenantes, la manière de développer des processus qui vont vraiment être des processus d'expérimentation, des processus d'essai-erreur qui vont permettre de mieux gérer les situations d'ambiguïté et les paradoxes associés. Donc là, c'est un peu passé aussi du modèle de Nonaka et Takeuchi qui a l'avantage d'être un modèle processuel qui montre comment on passe de connaissances tacites par des voies d'explicitation, de reconfiguration à de nouvelles manières de gérer les connaissances dans l'organisation par la pratique de ce qu'on appelle aujourd'hui le test and learn. Donc le test and learn qui s'accompagne de ce retour réflexif, ce qui permet aussi de faire le lien avec finalement Argyris Session. Et ce qui nous semble un peu nouveau aujourd'hui, en tout cas ce qu'il faut penser de manière un peu plus systématique et urgente, c'est pas simplement au point de vue, on va dire, un niveau d'analyse un peu micro, de développer des praticiens réflexifs, mais finalement de passer à un niveau supérieur et donc de développer une capacité réflexive dans toute la cascade organisationnelle. Donc, de passer vraiment à l'échelle de l'organisation et donc de penser cette question au niveau du design organisationnel et de voir dans cet impératif du knowing, de considérer l'organisation apprenante comme un processus de knowing et pas simplement comme une manière de gérer des connaissances et donc du knowledge, d'articuler à la fois les hommes, les équipes et les structures et de voir aussi comment finalement les opportunités offertes par
les outils digitaux, tout ce qui est participatif, ça peut, ou non d'ailleurs, aider à cela. Le dernier point aussi qu'on a essayé de mettre en évidence, c'est comment, du coup, ça veut dire qu'il faut réfléchir un peu aux rigidités structurelles qui peuvent exister dans l'organisation et on peut faire le pont du coup avec les modèles d'open innovation, donc d'innovation ouverte, qui permettent d'articuler voilà, des logiques un peu d'action collective. Là, il y a les travaux aussi du CGS à l'école des mines, les travaux aussi autour des communautés de pratique dans les années 90 et 2000, qui montrent bien que voilà, ce qui est important, c'est les logiques d'articulation entre les savoirs et les relations. Donc, comment est-ce qu'on active ces modes d'action collective pour favoriser des pratiques d'innovation qui soient plus ouvertes et qui permettent justement de déployer à la fois voilà, ces questionnements sur le pourquoi, ce test and learn dans toute la cascade organisationnelle. Alors, là, on a toujours une vision un peu en strates. Donc, la question, c'est un peu qu'est-ce qui va faire le ciment, qu'est-ce qui va faire un peu la mayonnaise entre ces strates. Et c'est là où on arrive à ce qui nous est apparu comme étant un peu au cœur de la réflexion sur ces nouvelles tendances. C'était de repenser un peu, alors pas tant les communautés de connaissances au sens de COND, des travaux aussi de Paul Duguid, voilà, sur ce qui se passait dans la Silicon Valley, mais de voir un peu ces passeurs de connaissances comme étant en fait un peu les clés pour développer à la fois une capacité d'absorption et un nouveau type de leadership. Et là, ça permet de faire le pont aussi, du coup, avec à la fois des travaux qui vont vraiment sur les dimensions organisationnelles, mais des travaux aussi qui permettent de mettre en évidence les déterminants ou les sous-bassements au niveau individuel sur les conceptions du leadership qui sont derrière. Voilà, donc aller à la fois voilà, de la question du leadership à la question de la culture de cette entreprise apprenante à l'heure de l'upskilling. Donc, ces passeurs de connaissances, ce sont, alors on peut les appeler par exemple des knowledge angels ou des cultural brokers. Ils sont là pour un peu activer Nonaka et Takeuchi, pour compléter leur modèle, ont développé le concept de BA comme une sorte d'espace-temps un peu provisoire où se construit justement la vision partagée, où on combine ces nouvelles connaissances, ces savoirs, et on va du coup dépasser un peu les rigidités de l'organisation et exploiter les réservoirs de créativité. Donc nous, ces passeurs, on les voit un peu, alors c'est pas forcément un terme qu'on trouve beaucoup dans la littérature, mais comme des managers dialectiques, donc un peu avec cette idée de capacité de développer de la maïeutique, de créer des ponts. Donc ça, c'est le premier modèle, le cultural broker comme un pont. Donc faire le lien entre des gens qui habituellement ne se parlent pas trop. Mais ça peut être aussi aller un cran plus loin et donc développer une forme de leadership, pas simplement, alors on peut appeler ça un leadership cross-silo, parce qu'on dit qu'il faut casser les silos, d'adhésif, donc de scotch, donc soit un pont, soit un scotch. Et donc le scotch, c'est ajouter une capacité de traducteur, donc de créer des espaces de traduction et de pas seulement faire se rencontrer des gens qui ne se parlent pas, mais aussi de les faire se comprendre entre eux. Donc donc on voit bien que c'est au niveau de l'individu la création d'une nouvelle forme de leadership et de compétences managériales, et qu'après il va falloir qu'au niveau organisationnel, on va dire, ça suive et ça s'adapte. Et c'est aussi ce qu'on a essayé après de développer dans certaines règles, et notamment la règle 8, dont je reparlerai plus tard sur les conditions organisationnelles. Mais là, voilà, le point sur lequel on s'est arrêté et on a voulu vraiment mettre l'accent à la fin dans ces nouvelles tendances, et qui, je pense, est pas
abordé de front par les modèles traditionnels, en tout cas dans l'organisation apprenante, c'est vraiment se pencher sur les caractéristiques de ces passeurs de connaissances, cultural brokers, et comment leur rôle doit être pensé au sein de l'organisation. Voilà. Donc, je repasse la parole à Frédéric. Sauf s'il y a déjà un… parce qu'on va passer après à nos 10 règles d'or, mais peut-être y a-t-il déjà des questions. Est-ce que Florence, sur le chat, tu as des éléments Alors, il n'y a rien sur le chat. Rien pour l'instant. Donc, c'est peut-être parce que les règles d'or ne sont pas arrivées, donc on n'est pas encore vraiment bousculé. Okay. Alors, on passe aux règles d'or. Alors, en effet, on a identifié à travers à la fois le travail de recherche et puis de rassemblement des différentes observations faites sur le terrain, 10 règles que l'on a réparties de 2 manières différentes. Et des règles qui sont plus au niveau micro, au niveau de l'équipe, en fait, à la maille, une équipe avec son manager. Et donc, on est plutôt sur cette dimension-là. Et il y en a 6 qui sont énoncées, c'est la partie gauche de cette page. Et puis, on a aussi identifié 4 autres règles qui sont plus au niveau méta, au niveau organisationnel, et qui, du coup, permettent de créer la dynamique, de pouvoir entretenir ce mouvement initié sur le terrain. Alors, les règles, on les a énoncées de la manière suivante, et tout l'ouvrage a vocation non seulement à les illustrer, mais aussi à pouvoir en donner les cas d'application pour un manager, pour des membres de comité exécutif ou encore pour les acteurs des directions de la fonction ressources humaines. La première que l'on a identifiée, on l'a nommée « Faire vivre la belle idée du collaborateur acteur de son parcours ». Je ne la détaillerai pas ici, mais ça a longtemps été un mythe. Et donc, tout l'enjeu ici, c'est de comprendre quels sont les ressorts pour pouvoir faire en sorte, ou quelles sont les conditions à créer pour que enfin les collaborateurs puissent être plus autonomes et plus responsables de leur propre développement professionnel dans le cadre de leur activité. La deuxième règle que l'on a identifiée, on l'a appelée « donner envie de faire autrement ». C'est là où l'apport des neurosciences, des phénomènes de nudge étudiés depuis maintenant un peu plus de 10 ou 15 ans entre en ligne de compte, et de voir comment on peut aussi utiliser ces leviers pour pouvoir susciter l'envie et finalement provoquer cette dynamique d'apprentissage à la fois au niveau d'un individu, d'une équipe et plus largement d'une entreprise. Troisième règle, qui paraît tellement évidente, mais tellement difficile à mettre en place dans les entreprises, c'est passer à l'acte immédiat. En gros, pas d'action de formation, d'apprentissage, d'upskilling pour reprendre cet anglicisme, si on est dans l'impossibilité de pratiquer ce que l'on est censé avoir appris ou apprendre. Quatrième règle, et on y reviendra peut-être plus en détail, c'est les rituels en fait qui protègent, organisent, libèrent. Et là, on va un peu plus en profondeur sur quelle est la force et la puissance de ce qu'on appelle des rituels, qui ne sont pas un phénomène nouveau, mais qui, pris de manière systémique dans le cadre de ces 10 règles-là, permettent de donner une colonne vertébrale en fait, à toute cette dynamique d'apprentissage qui est fondamentale à la fois pour créer les conditions, pour sécuriser le processus d'apprentissage, et donner le cadre émotionnel et régulier nécessaire en fait, au niveau des équipes pour pouvoir se sentir en confiance et se développer. On ne pouvait pas parler de l'apprentissage sans passer par le phénomène du coaching, et c'est la 5e règle, moi, toi, nous, tous coach et coachés. Et là, en fait, on a été assez perturbé par l'effet de mode en fait du coaching. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir coach. Il y a des coachs de vie, des coachs sportifs, des coachs d'organisation, des coachs managériaux. Tout le monde a son coach. Et tout l'objectif de cette règle-là, c'était de faire le tri et de voir en quoi en fait les systèmes de coaching et quel type de coaching était pertinent
dans le cadre des processus d'apprentissage au niveau des équipes et des managers. Et donc, j'y reviendrai, si on a le temps, là, probablement tout à l'heure, un peu plus en détail. Et enfin, la 6e règle sur la maille équipe, c'est comment organiser le forum et la percussion, la confrontation d'idées, le débat pour susciter l'innovation, s'appuyer sur l'intelligence collective et donc favoriser ces échanges-là pour apprendre ensemble. Frédéric, je te laisse la main peut-être pour exposer les règles au niveau méta, au niveau orga. Au niveau de l'entreprise, et les flèches rouges signifient qu'on aura un zoom sur les règles avec une flèche, sachant qu'on se laissera suffisamment de temps en fin de conférence pour avoir toutes les questions-réponses. Donc, on va laisser une demi-heure de questions-réponses. Donc, on les abordera ces règles de manière un peu plus zoomée. Donc, d'un niveau global pour l'entreprise, les 4 règles, un qui est autour du case for change ou de la burning platform, pour le dire en français, qui est sur ces sujets pour apprendre vite et à l'échelle. Est-ce qu'il faut faire peur? Est-ce qu'il faut mettre le feu? Qui est un point sur lequel on a vraiment eu des débats multiples avec les entreprises avec qui on a travaillé. Réunir les conditions organisationnelles de l'apprentissage à grande échelle est un sujet qui pour nous est majeur. Julie y revenait tout à l'heure, on le développera un peu plus, qui est effectivement quelles sont, au-delà des dynamiques d'équipe, des dynamiques formatives, quelles sont les conditions pour parvenir à ce que ça percute, à ce que ça apprenne dans des conditions de confiance. C'est un sujet qui est essentiel pour nous. Le 9 est bonheur, malheur de notre bouquin qui est le learning dirigeant. Le modèle de direction revisité, est-ce que c'est possible? On a envie de vous dire oui, on en a rencontré. On a aussi envie de vous dire pas partout, pas tout le temps, pas à tous les sujets. C'est aussi un vrai point, mais donc c'est bien sûr quelque chose qui ne peut pas être essentiel dans la réflexion. Et la 10e règle est comment qu'on fait, comment mettre ça en perspective et mettre ça en mouvement. Par quoi est-ce qu'on commence quand on veut effectivement apprendre vite à l'échelle? Peut-être un dernier point sur ces règles. Dans le bouquin, on s'appuie bien sûr sur l'académique, on vous l'a dit, mais aussi sur pas mal de cas. Et un certain nombre de cas d'entreprises qu'on n'a pas cités, un certain nombre de cas d'entreprises qu'on a cités, et ça va de Sage, Michael en parlait, en passant par L'Oréal, par Carrefour, par La Poste, donc on a effectivement illustré avec beaucoup de cas, souvent cités, parfois pas cités, et qui donnent effectivement beaucoup de situations très concrètes pour donner du réel autour de ça. Donc voilà pour nos 10 règles en quelques mots. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de zoomer en quelques minutes sur les règles fléchées. Et là aussi, en vous demandant au fur et à mesure d'intervenir, de nous contredire le cas échéant, nous demander de préciser les choses, sauf Laurent, si tu as déjà des questions à partager à ce stade. Alors, nous avons Yvon qui se demande s'il y a une influence éventuelle des types d'organisations. Est-ce que ça se passe de la même manière dans une société anonyme, une multinationale bien intégrée ou dans une coopérative, par exemple? Et nous avons Figé 851 qui aimerait que vous reveniez, mais peut-être que vous allez le faire plus tard, sur des cas d'entreprises qui ont engagé des démarches de passeurs de connaissances. Mais c'est peut-être pas le moment de poser ces questions-là. On pourra y revenir plus tard si… C'est très bien, parce qu'elle rentre bien effectivement dans ce qu'on mettra sur les conditions organisationnelles. Julie en parlera tout de suite là-dessus, donc très bien. Parfait. Voilà. Ouais. Sur la dernière question posée, ce sera, je pense, l'objet justement du développement de la règle 8. Mais voilà. Pour l'instant, donc je passe un petit zoom sur la règle numéro 2. Donc, donner envie de faire autrement. Alors, 3 minutes par règle. Voilà.
Donc, donner envie de faire autrement. Donc, c'est la question à la fois du point de vue du collaborateur de sa motivation et du point de vue de l'organisation, de comment on gère justement les incitations et comment on gère cette propension de ces collaborateurs à être volontaires et à être vraiment moteurs de changement voilà, dans l'organisation. Donc, il y a à la fois toute une réflexion sur la motivation, donc motivation intrinsèque, extrinsèque, mais au-delà de ça, quand on est dans un projet de transformation, pas simplement convaincre les individus de ce qu'il est bon de changer et de transformer pour l'intérêt de l'entreprise, mais de un peu se mettre à leur place et de les convaincre de en quoi c'est bon pour eux et vers quels intérêts personnels et individuels on veut les emmener et avec quoi ça peut résonner. Donc vraiment cet effort de faire la preuve que ça peut aussi générer des bénéfices personnels pour chacun des collaborateurs. C'est au-delà de cette question donc, de la motivation qui est nécessaire à la mise en mouvement, de travailler donc le What's in it for me, ce qui est bon pour moi. Donc, comment on va faire au niveau aussi organisationnel pour ouvrir des opportunités de faire autrement. Et là, on a développé un petit cas dans le bouquin autour de l'exemple d'American Express qui a profité un peu du ralentissement de toute une partie de ses activités pendant le Covid pour offrir l'opportunité à ses salariés de tester d'autres métiers et d'offrir aussi des opportunités, des plateformes de formation volontaire pour tous ces salariés qui ont, de manière peut-être même assez inattendue pour les RH et la direction d'Amex, répondu vraiment volontiers à ces propositions. Et il y a eu vraiment tout un élan autour de cette ouverture de tests d'autres métiers, de formation volontaire. Donc voilà, en termes RH, c'est lancer des programmes qui permettent d'inciter et d'accompagner les collaborateurs à prendre part à une dynamique d'apprentissage qui va au-delà de leur métier et de leur fiche de poste actuelle. Et pour ça, il faut aussi du coup être un peu à l'heure sur ce qui se passe en termes de mécanismes d'incitation et de nudge. On parle beaucoup en ce moment de ces thématiques et donc du nudge comme une manière de favoriser le passage à l'action, donc de passer de l'intention à l'action en jouant sur un certain nombre de biais cognitifs. Donc, il faut faire très attention à cela pour ne pas être dans la manipulation, mais en même temps, être conscient des biais à la fois d'ancrage, de cadrage, de tout ça qui peuvent parfois constituer des freins et savoir comment en dépasser certains pour favoriser ces dynamiques d'ouverture et d'apprentissage. Ça peut permettre de développer à la fois la subsidiarité, la coopération et de résoudre un certain nombre de problèmes systémiques. Voilà, j'ai tenu les 3 minutes. Donc, je passe maintenant, je passe la parole à... Alors, si mon PowerPoint, bon, je ne reviendrai pas sur le cas L'Oréal, mais du coup, à Michael sur la règle d'or numéro 4. Merci Julie. Alors la notion de rituel, elle est vieille comme l'humanité. Ce qui nous a intéressé en fait dans cet aspect-là, c'est comment faire en sorte de créer les cordes de rappel au sein des équipes et dans les organisations pour entretenir ce processus d'apprentissage et surtout faire en sorte que ça puisse libérer la parole. Et c'est là en fait où on est à un deuxième niveau d'apprentissage, c'est qu'au-delà de ce que l'on doit apprendre, c'est aussi apprendre à apprendre. Et dans ces cadres-là, les rituels, qu'ils soient individuels, collectifs, personnels, ont toute leur place pour rendre plus robuste la manière d'apprendre au sein des organisations et des entreprises. Alors, il y a quelques fondamentaux. Un rituel, c'est plus qu'une routine qui peut être rébarbative. Il y a une dimension émotionnelle, il y a une fréquence, il y a un cadre. Quand on parle de rituels qui protègent, organisent et libèrent, on n'est pas sur de la calinothérapie
de la sympathie béate. On est vraiment on pose le cadre de l'exigence. C'est codifié en termes de comportement, mais on sait très bien que dans ce cadre-là, on est en toute confiance, on peut se dire les choses, on peut échanger sur des succès, des priorités, des difficultés, des axes de développement, des mesures correctives aussi par rapport à certains comportements ou certaines situations qui ont pu être problématiques au sein des équipes. Et tout ceci va se ranger en fait dans différents moments au cours de la semaine, au cours du mois. On parle de moments collectifs avec, par exemple, les briefs matinaux, les visites terrain, la célébration des succès. On parle de rituels personnels, c'est comment un manager peut prendre du recul sur le bilan de sa semaine, préparer la semaine suivante, comment il pose son temps pour pouvoir également réfléchir au développement des compétences de son équipe et de voir dans quelle mesure il peut favoriser cela au sein de celle-ci. Et puis, il y a des moments plus individuelle, qui est la relation du manager envers un collaborateur. Donc, c'est des relations plutôt bilatérales, où on va être sur des rituels, où on est dans un cadre sécurisé, à fréquence régulière, où on favorise aussi ce qu'on a volontairement appelé le droit à l'essai, c'est-à-dire le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur nous a paru un peu galvaudé en fait dans le vocabulaire aujourd'hui, puisque ça voudrait dire que voilà, on peut se tromper et puis il n'y aura jamais de conséquences. En fait, on est plutôt dans le droit d'essayer des choses, le droit de pouvoir tenter et de savoir que l'organisation derrière soutient en fait ces initiatives du moment qu'elles puissent s'inscrire dans une vision partagée et collective. Et donc de savoir expliquer dans quelle mesure on sanctionne positivement aussi ces comportements vertueux. Donc, c'est vraiment le côté cadre sécurisant qui est vraiment connu, partagé et respecté par l'ensemble du collectif au sein de l'équipe et qui est donc, en dernier lieu, incarné par les membres de la direction. C'est le plus difficile à faire bouger, hein, avec Frédéric et Julie. On l'a constaté à la fois sur le terrain et dans le cadre de la recherche. Ça marche bien au niveau des équipes, c'est plus compliqué au niveau du COMEX et c'est sûrement un axe aujourd'hui encore de développement pour pouvoir être exemplaire sur ce cadre de protection et de libération de la parole. C'est un sujet donc on est dans notre période actuelle de crise sanitaire où on voit la transformation des entreprises. Cette question des rituels est absolument essentielle et on voit l'immense difficulté de beaucoup d'entreprises à justement et il y a beaucoup de managers à expliciter des règles du jeu qui leur font passer d'un fonctionnement en étoile où c'est le chef qui enseigne, qui dit les choses là-dessus, un fonctionnement où c'est le collectif qui apprend dans des règles du jeu, qui donne de la confiance là-dessus. La crise sanitaire est un extraordinaire révélateur des entreprises qui parviennent ou non à créer ces rituels de protection et d'apprentissage. Et on le voit avec des différences de performance et de souffrance dans les entreprises invraisemblables autour de ces questions des rituels et des collectifs. Et quel que soit le secteur et la taille de l'entreprise, hein, que ce soit dans l'assurance, la grande distribution, la banque, les nouvelles technologies, y compris dans le secteur public, c'est un sujet à la fois préoccupant avec certains succès depuis quelques mois, crise sanitaire oblige, et pas mal d'interrogations sur les mois qui viennent pour l'ensemble des organisations. On peut passer peut-être à la suivante sur le coaching. Puisque c'est le coaching en fait est un des rituels qui est préconisé dans la règle numéro 4. Mais c'est une règle à part entière puisque c'est là où on va aller au-delà de l'aspect mentor ou formation qui induit une certaine hiérarchie dans la relation. Et en fait, on s'est aperçu que les entreprises qui apprennent vite et qui apprennent à l'échelle ont massivement utilisé le coaching et surtout le coaching de performance, plus que le coaching managérial, on le détaille dans l'ouvrage, pour pouvoir en fait s'interroger non plus à la relation du manager d'un manager avec lui-même ou avec les membres de son équipe ou avec sa hiérarchie, mais on va intégrer dans la relation de coaching le collectif que le manager a à manager. Et donc,
à la question de savoir si tous les managers peuvent être des managers coach, parce que c'est le terme qui est aujourd'hui répandu et qu'on entend un petit peu partout, on a la conviction que oui, il faut qu'ils deviennent tous managers coach. Après, tout le monde n'aura pas les mêmes appétences, compétences pour pouvoir avoir toute la gamme de talents pour exercer cela, mais il est extrêmement important de se préparer à cette relation-là, puisque la relation au collectif et la relation au manager est en train d'évoluer extrêmement vite. Et donc, le développement des managers dans cette posture-là va passer par beaucoup plus de questionnements ouverts, l'écoute, le travail sur l'empathie, et à la différence d'entretenir une ambiance sympathique au sein d'une équipe. On va beaucoup plus travailler sur cette mise en perspective des émotions de l'autre par rapport à ce que l'on perçoit et de pouvoir orienter finalement le développement et les actions du collaborateur ou du collectif en l'aidant à trouver lui-même ses solutions. Donc, en fait, on va être en position haute sur le processus d'apprentissage, le processus de changement, et en position basse sur le contenu pour s'appuyer sur l'intelligence collective et faire émerger des solutions. Et quand ces solutions donc, ont été trouvées par le collectif, par les individus, il y a une certaine fierté, il y a une volonté de partage, il y a une volonté d'ancrage également dans les pratiques. Et en fait, le coaching, il faut pouvoir s'en sevrer. Le problème, c'est que être coaché pendant un an et demi sur une équipe, il va y avoir une triangulation dans la relation qui va être malsaine. Donc, l'idée aussi, c'est de le border dans le temps et de s'assurer que toutes les conditions d'autonomie sont remplies au bout, par exemple, de 3 mois et demi, avec l'ancrage de nouveaux comportements, de nouveaux réflexes dans les fonctionnements. Et c'est là où cet esprit coaching est extrêmement important et où les RH ont un rôle majeur à jouer pour favoriser ces communautés en fait, d'agents du changement au sein des organisations et de pouvoir travailler sur ces conditions-là. Pour nous, c'est vraiment un prérequis essentiel à l'apprentissage. Julie, tu es en mute ou… Voilà. Ouais, voilà. Oui. Je vous interromps un petit peu pour vous faire part de ce qui se passe sur le chat. Il y a notamment deux questions qui se rejoignent. Une de Claude Fluc et une autre de Margot Solarska. C'est comment est-ce que vous savez si Margot, un collaborateur, est bien dans une logique d'apprentissage ou pas, et donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Et donc là, en fait, on voit bien comment ça peut intéresser des équipes RH. Et Claude Fugue qui prolonge finalement en disant, mais comment est-ce qu'on sait si une entreprise, une organisation, une université, une ONG est apprenante ou pas? Et voilà. Et donc, il y a d'autres commentaires aussi, encore une fois, sur les différentes formes d'organisation. Finalement, est-ce que ce que vous nous présentez là n'est pas le propre ou l'ordinaire de certaines formes d'organisation coopératives enfin, voilà. Je pense qu'on aura une partie de la réponse dans ce que Julie va développer tout de suite sur l'aspect des différentes conditions organisationnelles et comment on les voit dans différentes entreprises. Sur l'aspect, comment est-ce qu'on voit qu'un collaborateur a envie, là c'est une règle qu'on n'a pas développée mais qui pour nous est essentielle, qui est comment rendre acteur, qui est un sujet sur lequel il peut y avoir beaucoup de manipulation, parce que ça peut être bien sûr la manière pour des entreprises, des DRH, des dirigeants de se défausser en se disant c'est aux collaborateurs d'être acteurs et puis après je me lave les mains. Donc il y a vraiment c'est un sujet qui est potentiellement dangereux et en même temps, d'un point de vue de tous les éléments que l'organisation peut mettre en place, y compris dans des logiques d'ouverture de métiers, de portée à connaissance, et la techno peut être utile aussi dans des modes de contact LinkedIn avancés, sans parler de tester un métier, ce genre de choses. Donc, on a un sujet qui
qui est vraiment, vraiment important. On a bien sûr envie de dire que pour nous, ce qu'on fait maintenant avec les entreprises, c'est on fait un test sur les 10 règles. C'est assez facile à mettre en perspective, effectivement, à la fois en allant zoomer d'un point de vue micro, comment ça marche dans les équipes et comment la culture et les pratiques embarquent ces éléments d'apprentissage. Et bien sûr, et là c'est ce qu'on va aussi développer tout de suite, comment ça marche d'un point de vue global. Donc les 10 règles sont de notre point de vue un bon palpeur parce qu'ils embarquent à la fois une prise de recul sur les équipes et sur la culture professionnelle et sur les conditions organisationnelles et sur les pratiques des dirigeants. Julie, tu me passes la planche sur ouais, Voilà. Case for Change. Donc là, on passe à une vision globale de l'entreprise. Et effectivement, dans le livre, vous avez vu dans les planches précédentes, on a essayé, parce qu'on a un livre où on a à la fois un éclairage académique construit et solide, pensons-nous, et on a aussi essayé d'avoir un atterrissage sur qu'est-ce qu'un manager, qu'est-ce qu'un dirigeant et qu'est-ce qu'un RH doit en tirer. Donc, on essaie d'avoir chaque fois un atterrissage plus personnalisé là-dessus pour Action. Donc, sur le Case for Change, pour parler français, c'était une de nos questions lourdes pour apprendre vite et à grande échelle. Est-ce qu'il faut faire peur? Est-ce qu'il faut de la burning platform pour reprendre cette formule déjà un peu datée? Et donc là, ce qu'on a vu dans les entreprises et nos convictions, c'est donc d'abord, on a vu beaucoup d'entreprises qui avaient peur de communiquer sur les transformations de métiers, sur l'évolution nécessaire des compétences et qui préféraient ne pas en parler pour ne pas faire peur. On voit ça dans le monde bancaire, on voit aussi ça dans d'autres univers. Notre point de vue étant que c'est à la limite plus anxiogène de cacher les choses que de les dire. Donc, on a effectivement des exemples de communication sur qu'est-ce qui va bouger demain, quels sont les métiers en transformation, quelles sont les pratiques qui vont devoir bouger, en étant très simple et cash sur le sujet qui nous semble une pratique très souvent intéressante, et vous verrez différents exemples d'entreprises sur le sujet. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'effectivement, autant encore faut-il donner des pistes, donner des passerelles, donner des modes de faire pour parvenir effectivement voir comment on va être accompagné sur le sujet. Donc, et là, c'est à la fois en vision partagée des métiers, des postures, et c'est aussi en comment on peut effectivement être accompagné ou acteur de ces transformations. Donc, oui, dans beaucoup de cas, nous poussons sur le sujet à être explicite sur les transformations nécessaires des métiers et des compétences pour permettre aux équipes de se construire en conséquence, mais oui, avec ce que ça demande comme élément sur le sujet. Et là aussi, vous trouverez on a des exemples dans le monde de la grande distribution qui est parfois très intéressant dans la manière dont ils parviennent à communiquer de manière simple sur le sujet, et aussi dans des entreprises plus mondialisées comme L'Oréal, qui est intéressant aussi. Par exemple, sur des métiers comme le monde de l'IT, qui est un monde sensible. Julie, c'est à toi pour la suite. Ouais. Je vais réactiver mon audio. Je suis désolée, c'est toujours un peu… Voilà. Hop, on va aller trop vite. Bon, donc la question qui nous intéresse et qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est voilà, c'est bien beau de se dire voilà, il faut des cultural brokers, des passeurs de connaissances, créer du lien, et il faut casser les silos, mais l'idée c'est pas d'aller vers l'anarchie et de tout mettre à plat, de détruire pour détruire. Il faut voilà, faire une sorte de destruction créatrice. Et de créer à la fois voilà, des espaces un peu d'autonomie, de polyvalence, dans un contexte, comme le rappelait Michael, et pour reprendre le livre, je pense qu'il y a eu pas mal d'échos de Amy Edmondson l'an dernier, donc de créer une organisation avec un cadre psychologique sécurisant, où on articule aussi des attentes ambitieuses, comme le rappelait aussi Frédéric
voilà, juste avant. Donc, l'idée, c'est comment est-ce on déploie cette idée du test and learn au niveau de la structure de l'organisation. Et là, on voit qu'il y a potentiellement une espèce d'oxymore entre structure et test and learn. Donc, comment est-ce qu'on crée en fait des caisses de résonance, on pourrait dire, pour faire un peu, pour mettre en ébullition la diversité des compétences. Et là, alors comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on sait si une organisation le fait ou pas? Il faut aller l'observer. Et dans des secteurs d'activité qui ont en fait une caractéristique d'être peut-être assez traditionnel, bureaucratique, enfin, en tout cas sujet à un certain nombre de rigidités, on voit, alors quand on a les moyens d'aller voir, hein, celles qui bougent plus que d'autres. Et notamment dans le bouquin, on a pu voir un peu comment ça a bougé. Alors à la fois justement chez certains acteurs du monde justement banque assurance, qui était un monde voilà, très, très bureaucratique, traditionnel, et de voir comment, d'un point de vue organisationnel, ils se saisissaient de cette urgence à faire bouger les silos et à faire bouger leurs gars, en mettant en avant ces passeurs de connaissances et en les mettant en action. Donc, par exemple, dans une entreprise du secteur de l'assurance, c'est le passage à une organisation en écosystème. Et donc, alors d'ailleurs, ce terme d'écosystème qui est aussi à la mode, c'est un peu donc casser les directions et les départements classiques pour partir en fait d'une orientation vers les projets et les besoins actuels et futurs des clients, et de mettre dans chaque écosystème des collaborateurs ayant les différentes expertises nécessaires, expertise métier, expertise marketing, commercial, mais aussi expertise dans le digital, dans l'informatique, le développement, des coachs agiles, et les faire travailler alors ensemble, c'est-à-dire dans un même espace de travail, dans un même aussi un espace-temps, et les faire travailler voilà, dans des conditions aussi avec du coaching et de l'agile, donc un mode de travail collaboratif agile, ce qui demande aussi un gros effort en termes de formation, d'accompagnement. Donc ça, voilà, et donc ça redessine toute l'organisation. C'est des projets qui prennent voilà, plusieurs années, mais qui permettent d'avoir ensuite des résultats extrêmement marquants, à un horizon de temps relativement satisfaisant. Donc des offres innovantes, progression aussi en part de marché, chiffre d'affaires, etc. Si on prend l'exemple de cabinet de conseil, il y a, alors le conseil, c'est à la fois des expertises pointues, puis la nécessité aussi donc, de s'adresser à des clients et à leurs attentes et à anticiper leurs besoins. Donc là, il y a aussi des modes d'organisation, alors un peu comme le même principe qu'un écosystème, mais ça peut s'appeler une plateforme. Donc des plateformes qui vont en fait se constituer comme une communauté organisationnelle où on va avoir des consultants qui viennent de champs d'expertise différents, soit par type de client, par métier ou enjeu de transformation, qui vont travailler ensemble sur voilà, la réflexion autour de nouveaux produits, comment est-ce qu'on répond aux attentes de nos clients. Et en termes organisationnels, ça se traduit par aussi une évolution du coup des mécanismes d'incitation et des mécanismes d'évaluation, parce que sans évolution de ces paramètres, notamment la question de l'évaluation tant quantitative que qualitative de ce qui fait un bon projet, un bon rendez-vous commercial, ça ne marche pas. Et du coup, juste pour un exemple très concret, un rendez-vous client dans une perspective de ce type de plateforme sera considéré comme étant réussi et bon si justement il y a au moins deux associés ou deux consultants voilà, seniors issus de champs d'expertise différents qui ont contribué à ce rendez-vous. Voilà. Sur la question des savoirs et des ressources, un dernier mot. Donc, on est sur la question aussi, là encore, de comment est-ce qu'on favorise la résonance entre les expertises. Les knowledge brokers, que ce soit chez Ubisoft, pour reprendre les travaux de collègues de Montpellier qui travaillent, Montpellier et Paris, qui travaillent sur des questions aussi de coopétition, c'est dans des projets complexes, alors que ce soit aussi dans le secteur aérien ou dans le jeu vidéo,
On a ce mélange de concurrence, compétition et de coopération, et comment en fait ces passeurs de connaissances sont aussi des tiers de confiance qui vont permettre de garantir les questions de régulation et de protection, de partage des connaissances et des informations qui peuvent avoir un caractère stratégique et qui doivent être par moments partagées et par moments justement gardées d'un côté ou de l'autre. Donc, la question aussi de ce rôle du cultural broker ou knowledge broker comme un tiers de confiance d'un point de vue organisationnel, dans le cas de projets aussi complexes impliquant de la coopétition, est très important. Je passe la parole à, du coup, Frédéric. Là, c'est notre dernière règle, et puis après, parce qu'il y a plein de questions, Florent, j'ai l'impression, sur comment on fait, par quoi on commence. Donc, là, on a une réponse de Normand, une réponse contextualisée, ça dépend. Heureusement qu'on a ça comme réponse, parce que sans ça, effectivement, vu le public académique de haut niveau, je pense qu'on serait fait critiquer tout de suite. Mais effectivement, ça dépend, c'est une question de contexte, bien entendu, sur le sujet. Et avec plusieurs cas de figure sur par quoi on commence là-dessus. Néanmoins, dans les points sur lesquels on insiste, c'est bien sûr jouer sur le techno. Là, et là, avec des différentes manières de faire, y compris en effet waouh, en effet de partage de connaissances, en effet de nouveautés sur ce que permet la dimension technologique. On est vraiment frappé dans nos échanges avec les acteurs du learning et de la formation, à quel point ça a été vite dans la période de la crise sanitaire, à quel point ça a accéléré les choses. On a une vraie évolution là-dessus. Un point sur lequel on insiste, il y avait encore un article, je ne sais plus si c'était dans les Échos ou dans Le Monde hier, sur la dimension de l'ingénierie pédagogique. C'est vrai bien sûr pour le monde enseignant, donc nous sommes concernés par ça, mais c'est aussi fondamental dans l'entreprise pour comment, sur les grands projets de transformation, avoir des dynamiques d'apprentissage correctement posées. Et là, la crise sanitaire fait progresser les entreprises dans la mesure où on se rend de manière encore plus évidente que passer des planches est extraordinairement court en dynamique d'apprentissage là-dessus, qu'il y a un vrai point de réflexion sur le sujet. Ce sont des métiers, des compétences essentielles. Et puis, bien sûr, un point sur lequel on a différents cas d'entreprise, qui est, ça veut dire quoi en rythme, en rapidité, avec effectivement ce point sur lequel Florent nous interrogeait tout à l'heure, qui est peut-on apprendre vite? En tout cas, ce que montrent nos cas d'entreprise, c'est l'importance dans ces entreprises où les projets carambolent, se chevauchent, de donner du rythme et de la rapidité qui est effectivement absolument essentiel pour nous.